né le 21 septembre 1869 alors qu'un agriculteur se rend dans son champ. Il s'appelle Jean Langlois et très rapidement il va remarquer des taches de sang inhabituelles. Il s'approche, inquiet, et il voit que la terre a été retournée. Il se munit donc de sa pelle et il va à son tour retourner la terre et là il va tomber sur le cadavre d'une femme. On est dans les années 1800 donc il n'a pas de téléphone sur lui. Très rapidement il court dans un commissariat pour alerter les autorités. Par la suite les policiers trouveront 5 corps enterrés dans ce champ. Une femme enceinte de 6 mois et les corps de 5 enfants, 4 garçons et une jeune fille. On est dans le petit village de Pantin qui se situe pas très loin de Paris et très rapidement cette histoire elle fait le tour du village. Après une autopsie, un médecin légiste fait le constat. La femme enceinte de 6 mois a reçu 29 coups de couteau et les enfants ont connu un sort tout aussi horrible. L'un a été égorgé, l'autre a eu le crâne fendu par un coup de hache, un autre a été étranglé et la jeune fille a été éventrée. Tout le monde se demande donc de qui il s'agit. Par chance, leurs vêtements étaient étiquetés et on a très rapidement compris qu'il s'agissait d'une mère et ses enfants de la famille Quinck. Directement, les policiers se demandent où est le père de famille et il manque aussi à l'appel l'aîné de la famille, Gustave. Jean, le père de famille, et Gustave sont introuvables. Est-ce que cette histoire, c'est l'ancêtre de l'histoire Xavier Dupont de Ligonnès? Vous allez très rapidement le savoir par la suite. L'enquête débute donc et il y a plusieurs signalements. Par exemple, dans un hôtel pas très loin du champ où a été retrouvé les corps, il y a eu une réservation au nom de Jean Quinck, donc le père de la famille. Lorsque la police demande une description physique de ce père de famille, le responsable de l'hôtel dit qu'il s'agit d'un homme jeune d'une vingtaine d'années qui est blond. Les policiers se posent des questions parce que Jean Quinck, il a plus de 40 ans et il n'est pas blond. On a un deuxième témoin très important, c'est le cocher qui a transporté la famille, la femme et les enfants de la gare de Paris jusqu'à ce champ à Pantin. Le cocher dit aussi que la femme et les enfants étaient accompagnés d'un homme qui a payé au nom de Jean Quinck et pareil, la même description physique, un jeune homme de pas plus de 20 ans qui est blond. Ça ne correspond pas au père de famille. Mais qui est du coup ce jeune homme? Et est-ce que c'est lui le meurtrier? Pantin, à l'époque, est une petite ville qui se situe aux portes de Paris. Ça ressemble pas aux banlieues d'aujourd'hui, mais plutôt un petit village avec des champs à perte de vue. Et oui, on est au 19e siècle. La famille Quinck, elle vit à Roubaix. C'est à quelques heures de Pantin. C'est une famille vraiment normale. Jean, le père, est un mécanicien qui a monté sa propre entreprise et ça marche super bien. Malgré d'assez gros revenus, la famille vit très modestement et très simplement. L'ambiance familiale est globalement correcte et donc au niveau de cette famille, il n'y a rien à signaler. Un beau jour, Jean le père va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Jean-Baptiste Tropman. Dans cette vidéo, je vais l'appeler uniquement Tropman pour pas trop mélanger Jean-Baptiste. Du coup, Jean, le père de famille, va rencontrer Tropman et ils vont très rapidement se lier d'amitié malgré leur différence d'âge. Jean est donc un homme de plus de 40 ans et Tropman, lui, est vraiment un jeune adulte qui sort de l'adolescence, qui a une vingtaine d'années. Les deux hommes s'entendent à merveille et ils ont en effet 2 gros points en commun. Tout d'abord, les deux viennent d'Alsace et ensuite, les deux sont attirés par l'argent. Mais du coup, qui est ce Jean-Baptiste Tropman? Il est né dans une fratrie de 5 enfants en 1849. La famille vit à Cernay. Tropman va grandir chouchouté par sa mère. Sa mère, elle fait tout pour le mettre toujours sur un piédestal durant toute sa vie. C'est un peu un enfant roi. De son côté, le père de Tropman, il est mécanicien et il tient lui aussi une entreprise qui fonctionne à merveille. Durant son adolescence, Tropman est vraiment pas accepté par les enfants de son âge. Les autres ados trouvent qu'il ment constamment, donc il a un petit penchant pour la mythomanie et aussi il a une obsession pour l'argent. Dès qu'il parle, le sujet c'est l'argent. Et il a un avenir très tracé dans sa tête, c'est être formé par son père, devenir mécanicien et un jour récupérer son entreprise.
Mais malheureusement, au fil du temps, le père de Tropman va plonger dans l'alcool et Tropman va voir petit à petit toutes les économies de sa famille s'envoler et aussi son avenir s'envoler. C'est à ce moment-là de sa vie où Tropman il se rend compte à quel point l'argent ça peut partir vite et du coup son obsession elle grandit encore plus. À la fin de son adolescence, Tropman commence donc à travailler pour son père et il fait de son mieux pour sauver cette entreprise. Un jour, son père va l'envoyer dans la ville de Roubaix où il doit aller donc réparer une des machines que son père a vendues. Et c'est donc à cette occasion-là que Tropman rencontre Jean. Une fois que Tropman, lui, a découvert un peu la région de Paris, Roubaix, tout ça, il ne veut plus rentrer chez lui. Et donc, il va rester aux alentours de Paris pour vraiment faire du démarchage et augmenter le patrimoine de son père. Très rapidement, du coup, Tropman se rapproche énormément de la famille Quinck où il y va pratiquement quotidiennement. Il mange tous les soirs chez eux et il est vraiment accueilli et accepté comme un membre de la famille. Un jour donc, au fil d'une conversation, Tropman va persuader Jean d'augmenter son patrimoine en allant acheter de nouveaux champs. Et c'est vrai que Jean, il est satisfait de son entreprise, mais il commence à vieillir et il veut s'assurer la meilleure des retraites possibles. Donc il trouve cette idée plutôt intéressante et c'est là où il va donc suivre Tropman. Tropman dit à Jean de le rejoindre dans quelques jours en Alsace. C'est parfait parce que Jean il est d'originaire de là-bas et ça va lui permettre de rendre visite à sa sœur qu'il n'a pas vue depuis des années. On est maintenant le 23 septembre, 2 jours après la découverte des corps de la mère et ses enfants dans le champ et on se situe au Havre. Un gendarme va faire un contrôle d'identité à des passagers qui désirent s'embarquer pour l'Amérique. Et là, il y a un jeune homme qui s'échappe et qui va même jusqu'à sauter à l'eau pour essayer de fuir les autorités. Cet homme est repêché alors qu'il était à 2 doigts de se noyer et les gendarmes trouvent sur lui les papiers de Jean Quinck. On est au Havre, mais l'affaire de Pantin, elle a vraiment fait le tour de la France. Du coup, les gendarmes font directement le lien. Cet homme qui a été interpellé, c'est Jean-Baptiste Tropman. Et il dit avoir sur lui les papiers de Jean Quinck parce qu'il connaissait très bien la famille. Là, il était justement sur le point de rejoindre Jean Quinck, qui s'était, d'après son témoignage, évadé en Amérique après avoir assassiné toute sa famille. Donc désormais, à ce niveau-là de l'enquête, les policiers ont 3 suspects. Il y a Jean Quinck, le père de famille, qui est introuvable, Gustave Quinck, l'aîné des enfants, qui est aussi introuvable, et ce nouveau Jean-Baptiste Tropman, qui est assez louche, et surtout pourquoi il avait les papiers de Jean Quinck sur lui. Après un premier interrogatoire, Tropman va avouer avoir été témoin du massacre de la famille. Il va expliquer que lui n'a rien fait, qu'il était sous la menace du père et du fils. Donc il dit que c'est Jean et Gustave qui ont assassiné tout le reste de leur famille et qui avaient pour but de déménager donc en Amérique. Mais quelques jours plus tard, un 7e corps est trouvé dans le champ, là où a été donc retrouvée la mère et ses enfants. Et il s'agit du corps de Gustave qui a en fait subi exactement le même sort que l'épouse de Jean Quinck. Maintenant, aux yeux des policiers, il reste plus que 2 suspects. On a le père et toujours ce Jean-Baptiste Tropman. Cette histoire, elle va tellement faire la une des journaux et elle va tellement attiser la curiosité de la population que les journaux doivent augmenter leur tirage pour satisfaire la demande. On est maintenant en octobre 1869 et il y a 2 valises appartenant à Jean Quinck qui ont été retrouvées. Les journalistes commencent un peu à se mêler de l'enquête et un journaliste du Figaro va partir enquêter en Alsace, là où donc Jean Quinck aurait disparu et là où on vient de retrouver les valises. Et en faisant un peu le tour de la petite ville, il découvre que Jean-Baptiste Tropman a voulu retirer 5000 francs du compte de Jean Quinck au mois d'août. Et que malheureusement, l'employé de la banque a refusé parce qu'il trouvait Jean-Baptiste Tropman beaucoup trop jeune pour être Jean Quinck. Après, du coup, ces nouvelles révélations, la police commence de plus en plus à suspecter Tropman. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On est donc au mois d'août, le 24 août. Et Jean quitte Roubaix pour rejoindre Tropman. À son arrivée, Jean va laisser ses 2 valises dans une auberge et il va aller déjeuner avec Tropman. C'est là où Jean a été vu pour la dernière fois vivant. Durant l'enquête, la famille de Jean propose une récompense de 600 francs à toute personne qui pourrait apporter des preuves ou qui trouvera le corps de Jean, parce que pour eux, ils en sont sûrs, Jean Quinck a été assassiné lui aussi. Mais l'enquête n'avance pas et les policiers décident de creuser un peu plus la piste de Tropman. Ils vont donc le
réinterrogé. Lors de toutes ces interrogatoires, Tropman se contredit beaucoup et surtout il change tout le temps de version. Quand il comprend que les policiers sont sur le point de l'arrêter, il va décider de tout avouer. Et en fait, il pense qu'en avouant, il va être transféré à sa ville d'origine, donc en Alsace, et qu'il va pouvoir s'échapper. Il va expliquer donc que lorsque Jean l'a rejoint en Alsace, Tropman l'a empoisonné lors d'une balade et ensuite il l'a frappé et enterré sous un arbre. Le 26 novembre, le corps de Jean Quinck est retrouvé au lieu indiqué par Tropman et par la suite, Tropman il va aussi avouer le meurtre de la femme et des enfants de Jean. En fait, voilà ce qui s'est passé. Tropman a donc proposé à Jean de le rejoindre en Alsace avec comme but de lui soutirer toutes ses économies. Une fois que Jean l'a rejoint en Alsace, il l'a assassiné. Ensuite, il a envoyé une lettre au nom de Jean à la femme de Jean, dans laquelle il lui demandait de lui faire une autorisation pour que Jean puisse retirer 5000 francs en Alsace. Tropman, lui, avait récupéré les papiers donc de Jean et du coup, la femme envoie la lettre, Tropman se rend à la banque, mais au vu de son jeune âge, on lui refuse de lui délivrer les sous. La femme de Jean, elle, ne se doute de rien et elle pense que c'est vraiment son mari qui communique avec elle par lettre et elle va recevoir une autre lettre dans laquelle le père de famille demande que son aîné vienne le rejoindre avec en sa possession une nouvelle autorisation pour qu'il puisse sortir donc 5000 francs de la banque. Gustave arrive et là il va directement être récupéré à la gare par Tropman, mais Gustave avait oublié le papier. Tropman commence à vraiment être furieux. Il va amener Gustave non loin d'un champ en lui disant on va rejoindre ton père et c'est là où il va l'assassiner. Tropman va une troisième fois envoyer une lettre à la femme de Jean en lui disant de se rendre en Alsace avec tous les enfants afin de lui rendre visite. La femme, elle se pose vraiment pas de questions et elle prend le train avec ses enfants et c'est donc là où à la gare elle va être récupérée par Tropman qui va l'amener au niveau du champ où il a assassiné l'aîné Gustave et là il va assassiner tout le reste de la famille Jean Quinck. Il pense donc qu'en tuant toute la famille il n'y aura aucun témoignage contre lui. Et maintenant son but c'est donc de se rendre au Havre pour déménager en Amérique. Malheureusement comme vous l'avez vu ça ne s'est pas du tout produit comme ça et les enquêteurs ont fait du très bon boulot et ont réussi à le faire avouer tous ses meurtres. On est le 30 décembre 1869 et Jean-Baptiste Tropman est condamné à mort pour l'assassinat de toute la famille Quinck. Son procès il va durer 3 jours et c'est un peu le premier gros procès de France qui a attisé la curiosité d'énormément de monde. C'est d'ailleurs grâce à cette histoire que le journalisme criminel s'est développé et quelque chose d'incroyable c'est que durant ce procès il y a des personnalités qui vont y assister comme par exemple Gustave Flaubert, Alexandre Dumas ou encore le poète Arthur Rimbaud. Du coup après ce procès qui dure 3 jours il est condamné à la peine de mort et il a été guillotiné le 19 janvier 1970 à Paris devant une foule nombreuse malgré le froid et la neige. D'après les rumeurs, avant de se faire guillotiner, il a mordu et arraché le doigt de son bourreau. C'est donc fini pour cette affaire. Jean-Baptiste Tropman est considéré comme l'un des plus grands criminels du 19e siècle. Aujourd'hui, cette affaire porte donc son nom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye!